L'Ukraine n'est pas le seul pays à tenir tête à la Russie. La Moldavie aussi relève le défi. Désireux de retrouver sa pleine souveraineté et son indépendance, son gouvernement prend des mesures importantes pour reprendre la région de Transnistrie, longtemps considérée comme un état fantoche du régime de Poutine, des mains du Kremlin, et la remettre sous contrôle moldave. Pour comprendre ce qui se passe, et comment la situation pourrait évoluer à partir de maintenant, il est important de prendre du recul, et de regarder le tableau d'ensemble, en explorant comment et pourquoi la Transnistrie s'est séparée du reste de la Moldavie au départ. La Transnistrie, également connue sous le nom de République moldave pridnestrovienne, ou PMR, est une étroite bande de terre située entre le fleuve Dniestr et la frontière entre la Moldavie et l'Ukraine. Elle couvre 1600 miles carrés, soit 4163 km carrés de terre, et abrite environ 367 000 personnes. Et la majeure partie du monde la considère officiellement comme faisant partie de la Moldavie. Mais cela ne raconte pas toute l'histoire, car la Transnistrie ne fonctionne absolument pas comme une région ordinaire de la Moldavie. Elle a sa propre monnaie, sa propre capitale, et même son propre hymne national. Elle dispose également de son propre gouvernement, parlement, force de police, système postal et armée. Tout cela a commencé il y a des décennies, quand l'Union soviétique a commencé à s'effondrer à la fin des années 1980 et au début des années 1990. À cette époque, la Moldavie, qui était une république soviétique, connaissait une montée du nationalisme politique, ce qui a conduit à un mouvement fort axé sur la promotion de la langue roumaine et le renforcement des liens avec la Roumanie voisine. Cependant, de nombreux Moldaves russophones et ukrainophones vivant à l'est du fleuve Dniestr craignaient que cela n'aille trop loin. Cela pourrait potentiellement conduire à une sorte d'unification entre la Roumanie et la Moldavie. Cela laisserait ces personnes se sentir marginalisées et isolées dans leur propre patrie. Les tensions ont commencé à monter, et des responsables alignés sur l'Union soviétique sont intervenus pour annoncer la formation de la PMR en 1990, juste avant que la Moldavie ne quitte officiellement l'URSS. Une brève guerre, la guerre de Transnistrie, a éclaté peu de temps après, opposant les forces pro-PMR comme la garde républicaine de Transnistrie, la milice et les unités néo-cosaques aux forces pro-moldaves, y compris l'armée et la police moldave. La Russie est intervenue, prenant le parti des séparatistes et déployant sa 14e armée pour renforcer leurs rangs. Leur implication a effectivement empêché les forces moldaves de reprendre le contrôle de la région, et la Russie a également joué un rôle essentiel dans la négociation d'un cessez-le-feu en 1992. Ce cessez-le-feu a tenu, mais le statut de la Transnistrie est resté incertain depuis lors. Au cours des années qui ont suivi, elle a fonctionné en dehors de l'autorité de la Moldavie, agissant comme un petit État indépendant, bien qu'elle dépende fortement de la Russie et ne soit pas officiellement reconnue par la communauté internationale. Du point de vue du Kremlin, la Transnistrie est un atout précieux, et la Russie tient à la conserver. Moscou maintient en permanence une force importante pouvant aller jusqu'à 1500 soldats de maintien de la paix sur le terrain, en Transnistrie, tout en disposant également de sa propre base militaire dans la région, ainsi que d'un vaste dépôt de munitions. La Moldavie, de son côté, a réclamé à plusieurs reprises le retrait des soldats russes du territoire, mais de nombreux cycles de négociations au long cours n'ont donné aucun résultat concret. Ce n'est pas qu'une question de troupes. La Russie apporte également un soutien politique et financier à ce territoire séparatiste, qu'elle utilise aussi comme une sorte de point d'appui stratégique pour exercer une pression politique, militaire et économique sur la Moldavie elle-même, empêchant ainsi le pays de s'intégrer à des alliances importantes comme l'OTAN et l'Union européenne. En d'autres termes, Moscou utilise sa présence en Transnistrie comme un moyen de contrôler indirectement le destin de la Moldavie. Depuis des années, il existe également une crainte persistante en Moldavie, et au-delà que le président russe Vladimir Poutine puisse tenter d'orchestrer une invasion du pays, à la manière de celle de l'Ukraine, en utilisant la Transnistrie comme tremplin pour une telle attaque. Poutine pourrait même tenter de répéter la même stratégie qu'il a utilisée en Ukraine. Là-bas, dans les premiers jours de l'invasion, il a affirmé qu'une opération militaire spéciale était nécessaire pour dénazifier la nation et sauver les Russes ethniques dans les régions orientales de l'Ukraine, comme Donetsk et Louhansk, de la persécution et même d'un possible génocide. Il pourrait inventer une histoire similaire concernant la Moldavie, en affirmant que le gouvernement pro-européen du pays représente une sorte de menace existentielle pour la population de la Transnistrie, en affirmant que la seule solution est d'envoyer des troupes russes et de créer une zone tampon sécurisée à la frontière transnistrienne.
Les responsables moldaves alertent sur ce scénario depuis un certain temps déjà. En avril 2025 par exemple, l'ancien chef du renseignement moldave, Yuri Brichag, a qualifié la présence militaire russe dans la région de menace très réelle pour la sécurité moldave et la stabilité européenne, ajoutant que la machine de guerre du Kremlin pourrait forcer son passage en Ukraine et marcher sur la capitale moldave. Si, Dieu nous en préserve, les Russes percent et contournent Odessa, ils pourraient entrer en Transnistrie et atteindre Chisinau en quelques jours. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles les responsables moldaves sont si désireux de chasser la Russie de la région une bonne fois pour toutes. Et leur moment est peut-être enfin arrivé. Voici pourquoi. Avant la guerre avec l'Ukraine, peu d'espoir existait pour une réunification entre la Moldavie et la Transnistrie. La région bénéficiait d'un fort soutien de la Russie, recevant notamment du gaz naturel gratuit pendant plus de 30 ans. Ce gaz alimentait les entreprises transnistriennes, chauffait les foyers et soutenait l'économie de la région. Il alimentait également une grande partie du reste de la Moldavie, puisque la plus grande centrale électrique du pays, la centrale de Kourtchourgan, se trouve à l'intérieur des frontières de la PMR. Cependant, au début de 2025, tout a changé. Un accord de 5 ans entre Gazprom de Russie et Naftogaz d'Ukraine a expiré, plongeant la PMR dans une crise énergétique sans précédent. La population s'est soudainement retrouvée sans chauffage ni eau chaude du jour au lendemain. Les tarifs de l'énergie ont explosé, privant certaines petites localités et villages de l'énergie essentielle à leur survie. Toute la Moldavie a été touchée par cette situation, mais ce sont les habitants de la Transnistrie qui en ont le plus souffert, devant faire face à des coupures de courant répétées et à des maisons glaciales de façon régulière. Moscou s'est précipité pour trouver une solution, tandis que le Parlement européen est intervenu avec un paquet d'aides de 1,9 milliard de dollars pour aider la Moldavie à gérer la crise. La Transnistrie, cependant, a continué de souffrir. Tout au long de 2025, son économie s'est contractée de 18%. La production industrielle a chuté de 30%, tandis que l'inflation a grimpé à un niveau impressionnant de 15%. Le PIB par habitant de la région pour l'année s'élevait à seulement 4 150 €, bien en dessous de la moyenne de 7 250 € pour le reste de la Moldavie. En conséquence du blocage par l'Ukraine du flux autrefois régulier de gaz et d'autres approvisionnements, en provenance de la Russie à travers son territoire vers la Transnistrie. La PMR a été contrainte de se tourner vers l'Ouest, sollicitant l'Union européenne pour obtenir soutien et stabilité durant son état d'urgence économique en cours. Et sa crise énergétique s'est encore aggravée au début de 2026 lorsque la guerre en Iran a éclaté, obligeant les autorités de Tiraspol à prendre des mesures drastiques. Début mars, par exemple, le gouvernement transnistrien a déconnecté toutes les entreprises alimentées au gaz, le chauffage et l'eau chaude n'étant fournis qu'aux ménages locaux. Et la centrale thermoélectrique de Kourtchourgan a été contrainte de fonctionner uniquement au charbon, car elle ne reçoit plus le gaz dont elle a besoin pour fonctionner comme avant. 2025. En résumé, on peut dire que toute la région est dans la position la plus faible qu'elle ait jamais connue, et la Russie doit faire face à ses propres crises. Comme le fait qu'elle a maintenant subi plus de 1 250 000 pertes et que son économie est au bord de l'effondrement total. La PMR ne peut pas compter sur une intervention miraculeuse de Moscou pour la sauver de sitôt. Les responsables moldaves comprennent manifestement tout cela. En effet, comme le dit le vice-premier ministre du pays, Valeriu Kievar, c'est une situation complètement différente de celle que nous avions au début de la guerre à grande échelle en Ukraine en 2022. Et encore plus par rapport aux années précédentes. L'évolution de la situation dans la région de Transnistrie, d'un point de vue économique et social, dépend aujourd'hui entièrement de Chisinau. Y compris le fait que la région de Transnistrie est pratiquement devenue une île entre l'Ukraine et la République de Moldavie. Voyant une opportunité inestimable à ne pas manquer, le gouvernement moldave a commencé à resserrer l'étau autour de la région. Et ils ont même organisé une réunion historique et potentiellement décisive avec les représentants de la Transnistrie, qui a eu lieu le 26 février. Mais avant d'examiner de plus près comment cette réunion s'est déroulée et ce qu'elle pourrait signifier pour l'avenir de la Moldavie, c'est pour cela que nous faisons The Military Show, pour expliquer comment le pouvoir fonctionne réellement. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite. La réunion de février, qui était la première entre les représentants des deux partis depuis près d'un an, a eu lieu dans la capitale transnistrienne de Tiraspol. Et le vice-premier ministre n'a pas perdu de temps pour clarifier sa position. Ouvrant la réunion
par une remarque simple mais significative, pour rappeler à la PMR et au reste du monde à qui la ville appartient légitimement. Bonjour à tous, nous sommes heureux d'être à Tiraspol, République de Moldavie. Des journalistes moldaves ont assisté à l'événement, bien qu'habituellement interdits d'accès à la région. Lors de la réunion, Kiev a demandé le respect des droits humains, le libre accès pour les journalistes et la transition vers l'enseignement en roumain au lieu du russe dans les écoles locales. En annonçant les objectifs à long terme de son gouvernement, Kiev a déclaré « Notre objectif clair est la réintégration de la région de la rive gauche du Dniestre dans l'espace juridique, économique, financier, social et alimentaire de la Moldavie. » Il a ajouté que des milliers d'habitants franchissent déjà le Dniestre pour travailler ailleurs en Moldavie, et beaucoup voyagent aussi dans le pays pour étudier ou se soigner. En substance, il disait que le processus de réintégration est déjà en cours et qu'il ne faudrait pas forcément grand-chose pour que la PMR revienne entièrement dans le giron moldave. Son homologue transnistrien, Vitali Ignatiev, le chef du ministère des Affaires étrangères de la PMR, qui se trouve également être recherché en Ukraine en raison de ses liens avec Moscou, estimait que les discussions entre les deux parties étaient un bon signe pour l'avenir. Il a appelé à se concentrer sur les besoins de la population, en évitant la politisation. Avec les dirigeants séparatistes de la PMR effectivement acculés et à court d'options, des analystes comme Andrei Kouroraru estiment que le moment est venu pour la Moldavie d'agir et de réintégrer la région séparatiste. Ces demandes ne seront pas satisfaites tout de suite, mais Chisinau prend l'initiative. Jusqu'à présent, Chisinau a surtout réagi pendant que Tiraspol fixait l'agenda, et les discussions se sont concentrées sur des questions techniques et économiques plutôt que politiques. Il est désormais clair que les dirigeants de Chisinau savent ce qu'ils veulent pour la Transnistrie. L'analyste John Tabata partage cet avis, notant que la Moldavie a enfin l'avantage dans les négociations avec la région. La Transnistrie dépend maintenant totalement de Chisinau, et les autorités doivent exploiter tous leurs avantages. L'objectif principal de Chisinau est d'éviter une crise humanitaire, de ne pas aggraver la situation et de maintenir le processus de réintégration pacifique. Pour l'instant, tous les signes montrent que la Moldavie est désireuse de saisir cette chance unique de réintégration et de faire tout ce qui est en son pouvoir pour y parvenir. En effet, quelques jours seulement avant que Kiev ne se rende à Tiraspol, la présidente moldave, Maia Sandu, a signé un décret retirant la citoyenneté à 9 membres de l'administration séparatiste. C'était le signe le plus clair à ce jour, que Chisinau est prêt à sévir contre le régime séparatiste. La présidence a expliqué que 2 personnes concernées avaient combattu avec les séparatistes lors de la guerre du Dniestre en 1992 et que les 9 étaient impliqués dans des actes graves ayant nui aux intérêts de la Moldavie. Stanislav Sekerioru, un conseiller à la sécurité nationale moldave, a apporté des précisions sur la situation en expliquant « Ces actes ont été commis dans l'intérêt d'un État étranger, qui viole la neutralité de notre pays et mène une guerre d'agression contre l'État voisin, l'Ukraine. Le retrait de la citoyenneté est une mesure prévue par la loi, appliquée dans les cas où les intérêts fondamentaux de la Moldavie sont affectés. » La PMR n'a pas réagi très favorablement, Ignatiev qualifiant l'annulation de la citoyenneté d'acte destructeur. « Nous observons une pression sur les Transnistriens, certains individus et la Transnistrie dans son ensemble. Nous jugeons ces actions destructrices. Mais les responsables moldaves ne sont plus disposés à se soumettre et à respecter l'agenda de la PMR. Ils sont prêts à reprendre ce qui leur appartient, à chasser les Russes et à réunifier enfin leurs terres. C'est un objectif noble, mais qui ne sera pas forcément facile à atteindre. Même avec la Russie et la Transnistrie dans une phase de faiblesse relative, il reste encore plusieurs défis à relever pour Chisinau. Le premier concerne le coût. La Moldavie est l'un des États les plus pauvres de toute l'Europe. Si elle veut réintégrer la Transnistrie, elle devra d'une manière ou d'une autre assumer le coût de ce processus. Par exemple, étant donné que la Transnistrie compte environ 367 000 habitants, la plupart de ces personnes devront être intégrées au système de retraite moldave. Le régime dispose également de sa propre force de sécurité, composée d'environ 15 000 personnes. Eux aussi devront être recyclés et intégrés dans les institutions moldaves de défense et de sécurité, un processus qui n'est pas seulement coûteux, mais aussi risqué. Dans l'ensemble, les experts estiment que la réintégration complète pourrait coûter entre 500 millions d'euros et jusqu'à 1 milliard d'euros par an pendant les 3 premières années. Heureusement, des plans sont déjà en place pour réunir les fonds nécessaires. Le vice-premier ministre a récemment annoncé la création d'un fonds de convergence qui devrait aider à couvrir les divers coûts de la réunification avec la Transnistrie.
Le gouvernement misera sur les taxes et exonérations douanières pour accroître ce fonds avec le temps. Un groupe de députés du parti au pouvoir Action et Solidarité de Moldavie a également soumis un projet de loi visant à garantir que toutes les entreprises du pays soient traitées de manière égale et équitable tout au long du processus de réintégration. En plus de cela, les autorités moldaves ont également cherché à améliorer le niveau de vie sur l'autre rive du fleuve Dniestre, face à la Transnistrie, montrant essentiellement aux habitants de la PMR à quel point leur vie pourrait être meilleure s'ils se réintégraient. À mesure que la région s'appauvrit et s'enfonce toujours plus dans sa crise énergétique, sa population commence à réaliser que l'herbe est peut-être vraiment plus verte de l'autre côté après tout. Des dizaines de milliers d'entre eux traversent déjà le fleuve chaque jour pour travailler dans des entreprises moldaves, et ce nombre a augmenté récemment, comme le confirme Kururaru. Le nombre de personnes venant de Transnistrie travaillant à Chisinau a augmenté. Les salaires et les prix en Transnistrie ont aussi évolué, réduisant la qualité de vie. Et la disparité du niveau de vie entre la Transnistrie et le reste de la Moldavie ne fera qu'augmenter à l'avenir si la région refuse la réintégration. La Moldavie a annoncé son intention de doubler le salaire minimum d'ici 2030 par exemple. Cet avantage ne s'appliquera à la Transnistrie que si elle accepte de faire partie de la Moldavie. Mais avec la Moldavie qui semble vouée à devenir plus forte et prospère dans les années à venir. Surtout à mesure qu'elle s'éloigne de la Russie et renforce ses liens avec l'Europe et le reste du monde occidental, la décision semble de plus en plus évidente et facile à prendre pour la population de Transnistrie. Il ne reste qu'un seul obstacle final sur la voie d'un processus de réintégration pacifique, la Russie. Alors que le peuple de Transnistrie et même ses dirigeants séparatistes pourraient éventuellement accepter de rejoindre la Moldavie, il est peu probable que le Kremlin y consente aussi facilement. Il est évident que Moscou souhaite maintenir son influence et son contrôle sur la région, comme en témoigne la présence constante, tout au long de l'année, de troupes russes en Transnistrie depuis la guerre séparatiste de 1992. La Russie possède également un immense dépôt de munitions près du village transnistrien de Kolbazna. C'est l'un des plus grands stocks de munitions de toute l'Europe de l'Est, et il est situé à environ 1,5 km de la frontière ukrainienne. Les experts estiment qu'environ 20 000 tonnes d'anciens stocks soviétiques et probablement du matériel militaire plus volumineux s'y trouvent. Bien qu'une grande partie des munitions à l'intérieur soient vieilles de plusieurs décennies, certaines remontant même à la Seconde Guerre mondiale, la Russie ne voudrait tout de même pas simplement abandonner ses stocks. De nombreux analystes sont d'accord, et Tabata affirme qu'il est très peu probable que la Russie rapatrie volontairement ses troupes. Le problème, cependant, c'est que même s'il n'y a qu'un nombre relativement faible de soldats russes dans la région, entre 1500 et 3000 selon diverses sources, la Moldavie ne voudrait pas les expulser par la force. Elle ne dispose pas d'une grande armée, avec seulement 5000 militaires en service actif et 58 000 autres en réserve. La Moldavie ne dispose d'aucun char ni d'autres moyens opérationnels notables. Elle n'est tout simplement pas assez forte pour affronter même une petite force russe, contrairement à ce qu'a fait l'Ukraine. En outre, Chisinau ne veut pas donner à Poutine la moindre excuse pour envoyer plus de troupes en Moldavie. À la place, elle devra compter sur la diplomatie, ainsi que sur l'aide de ses alliés européens, comme son proche voisin, la Roumanie, pour exercer lentement mais sûrement une pression sur le Kremlin. Si elle parvient à continuer de susciter le soutien du peuple transnistrien en faveur d'une réintégration complète, elle sera déjà un pas plus près d'acquérir une véritable indépendance et de se libérer une bonne fois pour toutes du contrôle du Kremlin. Au cours des dernières années, il est devenu évident que la Russie prépare quelque chose de grand, quelque chose qui va au-delà de son conflit avec l'Ukraine. Elle lorgne sur le reste de l'Europe. Des rumeurs circulent selon lesquelles la Russie aurait passé la majeure partie de 2023 et 2024 à remettre en état une base militaire de l'époque soviétique, à seulement 160 km de la frontière finlandaise. Il s'agit d'un seul district de garnison à Petrozavodsk, en Carélie. Là-bas, la Russie rassemble ce qu'elle appelle le 44e corps d'armée. Il s'agit d'une formation qui, sur le papier, pourrait à terme accueillir jusqu'à 15 000 soldats, contre environ 3 000 actuellement dans la région. Le diffuseur finlandais IL, en utilisant des images satellites et des analyses militaires finlandaises, a confirmé qu'une zone d'entraînement russe, inactive depuis le début des années 2000, est passée de forêt envahie à un chantier de construction actif. De nouvelles installations sont en cours de construction, des véhicules sont garés à l'air libre, et l'infrastructure d'une base de rassemblement à long terme commence à prendre forme.
Mais lorsque vous examinez de plus près les images satellites, que vous lisez l'ordre de bataille et que vous suivez où ces unités ont réellement été déployées, cette reprise raconte une toute autre histoire. En réalité, la Russie essaie de créer un nouvel outil de démonstration de force destiné à intimider l'OTAN. Certaines sources suggèrent qu'une guerre entre les deux forces pourrait être inévitable. Mais c'est une manœuvre qui, selon eux, s'est déjà retournée contre la Russie, créant une nouvelle humiliation pour le président russe Vladimir Poutine. Alors, il est temps d'approfondir le sujet. Les opérations autour de Petrozavodsk ne sont qu'une partie de la montée en puissance. En réalité, l'ampleur totale de la reconstruction concerne 3 autres sites. Kamenka sur l'isthme de Carélie, Severomorsk 2 et Olynia. Kamenka est de loin le site le plus problématique pour les relations internationales, puisqu'il se trouve à seulement 65 km de la frontière finlandaise. Les images satellites suggèrent la présence de 130 tentes pouvant accueillir jusqu'à 2000 soldats, si elles étaient entièrement occupées. Certains rapports ont également suggéré que la Russie est en train d'agrandir une brigade de fusiliers motorisés sur la base de Kamenka, où est stationnée la 138e brigade de fusiliers motorisés de la garde. Le média indépendant Medusa a également rapporté qu'une autre unité de la région, la 25e brigade de fusiliers motorisés près de Louga, pourrait être portée à près de 10 000 soldats, ce qui renforcerait potentiellement la préparation militaire globale de la zone. Severomorsk 2 est un ancien aérodrome inactif qui a de nouveau accueilli des hélicoptères russes, soit de la série Mi-8, soit de la série MiG-7, et la base d'Olynia accueille des bombardiers stratégiques. Si cette dernière base vous semble familière, c'est parce que l'Ukraine l'a déjà ciblée auparavant, en juillet 2025, lors de la célèbre opération Toile d'araignée. Après qu'une douzaine de bombardiers Tupolev stationnés sur la base ont été ciblés par des drones, la Russie a redoublé d'efforts pour utiliser certains de ses emplacements les plus au nord pour le stockage d'aéronefs, transportant davantage de bombardiers vers la base et tentant de la renforcer contre de futures attaques de drones. Tout cela fait vraisemblablement partie de l'effort plus large, rendu public début 2025, visant à moderniser l'infrastructure militaire de la Russie dans la région. Le gouverneur régional de Mourmansk, Andrei Chibis, a annoncé début 2024 que l'ensemble de la remise à niveau militaire coûterait à la Russie environ 42 milliards de roubles, soit environ 460 millions de dollars à l'époque. C'est une entreprise énorme, et un projet budgétaire colossal pour un pays déjà engagé dans une guerre active et qui, pourtant, semble en préparer une autre. Donc la question n'est pas de savoir si la Russie construit, car c'est clairement le cas. La question est de savoir ce que cette construction signifie réellement, et ce que la Finlande va faire à ce sujet. Mais pourquoi ce territoire en particulier est-il si important pour les deux pays ? Petrozavodsk est la capitale de la République de Carélie, sur la rive ouest du lac Anirga. À seulement 160 km de la frontière la plus proche, c'est suffisamment près de la Finlande pour avoir une importance stratégique. Pourtant, en même temps, c'est assez éloigné de l'Ukraine pour permettre à Moscou de prétendre qu'elle construit l'avenir plutôt que de consolider le présent. L'importance réelle de la Carélie dans la géopolitique plus large entre la Russie et la Finlande ne fait que rendre cela plus suspect. La région est la seule voie terrestre fiable entre les deux pays. Elle fut le théâtre de la longue guerre russo-finlandaise durant la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'Union soviétique envahit la Finlande sous prétexte d'inquiétudes sécuritaires concernant Saint-Pétersbourg. Mais plus largement encore, la région russe elle-même constitue, au sens figuré, une autoroute stratégique vitale entre les arsenaux d'armes nucléaires situés sur la péninsule de Kola, plus au nord. Essentiellement, si la Russie veut continuer à utiliser le cercle arctique comme moyen de dissuasion naturelle pour protéger ses armes nucléaires, tout en les maintenant proches des frontières européennes, la Carélie constitue la seule ligne de défense en cas d'invasion terrestre hypothétique. Selon certaines analyses, des plans visant à créer et à stationner le 44e corps d'armée en Carélie ont commencé à circuler à la fin de l'année 2022. Les plans ont été officiellement établis en 2024 sous le district militaire de Leningrad et rattachés administrativement à la République de Carélie. Son ordre de bataille rapporté comprend une 72e division de fusiliers motorisés, avec plusieurs régiments de fusiliers motorisés, ainsi qu'une brigade de fusiliers motorisés distincte. L'Institut de renseignement et de sécurité de Bloomsbury, ou BISI, un groupe de réflexion britannique, a estimé que jusqu'à 80 000 soldats pourraient à terme être stationnés à la frontière de la Finlande. Ce chiffre, cependant, ne serait presque certainement pas atteignable avant la fin de la guerre en Ukraine, lorsque la Russie aura terminé ses prétendues réformes militaires. Mais la base réelle d'une présence militaire existe néanmoins.
Les images satellites de la région ont également confirmé une présence aérienne significative au-delà des bases aériennes déjà existantes. ULA a identifié environ 80 Su-35 et Su-27, appartenant au 159e régiment d'aviation, de chasse à la base aérienne de Petrozavodsk-Bezovets, une unité stationnée en permanence là-bas depuis des décennies, mais qui a récemment attiré une attention renouvelée en raison de l'augmentation de l'activité militaire dans la région. Les images ont également montré plusieurs hélicoptères d'attaque Mi-24 Hind sur l'aérodrome, une plateforme datant de l'époque soviétique plutôt qu'un nouveau système. ULA mentionne aussi environ 10 stations radars à la garnison, reflétant la tendance russe à renforcer la surveillance aérienne le long des nouvelles frontières orientales et septentrionales de l'OTAN. Cela s'inscrit également dans le contexte plus large mentionné précédemment, où la Carélie constitue un avant-poste vital pour empêcher l'Europe d'accéder à la péninsule de Kola. À présent, un deuxième projet est en cours dans la région de Mourmansk, où la Russie a installé une nouvelle brigade d'artillerie en juin 2025 pour soutenir les formations le long de l'axe de Kola, encore une fois à moins de 160 km de la Finlande. Pris ensemble, ces deux projets dessinent une posture russe à plus long terme, où l'objectif est de dissuader la présence de l'OTAN dans la région sous prétexte de défense nucléaire. La Russie a souvent changé sa politique de défense nucléaire, rendant difficile l'identification des événements ou attaques qu'elle considère comme justifiant une riposte nucléaire généralisée. À ce rythme, on peut dire sans risque que les capacités nucléaires de la Russie sont l'une des principales raisons pour lesquelles l'Occident a reculé lorsqu'il s'est agi d'envisager une confrontation avec la Russie. Si le Kremlin estime que son arsenal nucléaire sur la péninsule de Kola est sérieusement menacé, il pourrait lancer une frappe préventive qui pourrait avoir des conséquences imprévisibles pour le monde entier. Voilà donc pour la partie défensive du renforcement en Carélie. Mais qu'en est-il des aspects offensifs ? Il y a un problème majeur pour doter les stations en personnel dans les nouveaux complexes reconstruits. Les unités associées au 44e corps d'armée ne sont pas stationnées en Carélie en attente d'être déployées. Elles ont déjà été envoyées en Ukraine. En mai 2024, les membres de cette unité étaient impliqués dans l'offensive russe, dans le nord de l'Ukraine. Plus tard, des rapports ont localisé ce même corps près de l'axe de Koursk. Et à la fin de 2024, il a été confirmé que des unités liées au 44e corps d'armée étaient impliquées dans les combats autour de Vovchansk lors de la vaste opération russe dans le nord. Donc, on peut dire sans risque que, au lieu des défenses caréliennes proposées, qui sur le papier auraient servi de moyen de dissuasion stratégique, la Russie a créé un bataillon à moitié formé, qui, en réalité, a simplement été immédiatement envoyé dans la même guerre d'usure et d'attrition qui a déjà coûté à la Russie plus d'1 million de pertes, selon la plupart des estimations crédibles. Ce que la Russie construit ou essaie de construire à Petrozavodsk en ce moment, c'est bien plus que de simples quartiers généraux prêts au combat remplis de soldats reposés. C'est un échafaudage pour une force qui n'existe pas encore pleinement. Même si les fondations sont peut-être là, l'argent nécessaire est investi dans un projet qui pourrait ne jamais voir le jour, car les soldats qui devraient l'occuper pourraient disparaître dans les prochains mois sans personne pour les remplacer. La Russie dispose aussi de milliers de blindés, camions et systèmes d'artillerie soviétiques stockés dans la région. Cela paraît impressionnant, mais il faut rappeler que le stockage en Russie signifie qu'une partie est réellement récupérable, mais qu'une grande partie a été cannibalisée pour récupérer des pièces. Rappelez-vous, la Russie consomme chaque mois en Ukraine l'équivalent de centaines de chars en matériel et en pièces détachées. Mais elle dispose de capacités limitées pour fabriquer de nouveaux T-90 et moderniser les anciens chars. Les calculs pour un stationnement longue durée ne tiennent pas la route. Maintenant, si vous voulez rester informé sur la capacité militaire de la Russie et sur la façon dont elle résiste à la pression de la guerre en Ukraine, assurez-vous de vous abonner à The Military Show. Nous suivons le rythme de la guerre et comment la Russie est peu à peu privée de ressources essentielles, effectifs, chars, forces aériennes, renseignements et stratégie. De retour en Carélie, un autre problème du plan de garnison russe est le manque de troupes pour occuper l'installation. Construire les stations et l'infrastructure proprement dite est sans doute la partie la plus facile. Même fournir suffisamment de chars et d'avions pour assurer une couverture notable est une tâche relativement simple. Mais maintenir les importantes forces combattantes envisagées, qui pourraient compter entre 10 000 et 80 000 voire 100 000 hommes, est une toute autre affaire. Il faut se rappeler que tout cet équipement et ces soldats doivent être approvisionnés en permanence, d'autant plus que la Carélie est une région relativement stérile du pays, seulement vaguement reliée aux grands centres de population, d'industrie et d'agriculture. Le flux de carburant
et le trafic ferroviaire sont activement détournés de cette partie du pays. Les chemins de fer russes ont été réorientés vers l'approvisionnement de l'effort de guerre réel depuis 4 ans. Construire et approvisionner un autre régiment actif va exercer une pression supplémentaire sur des systèmes déjà sous tension. Ensuite, il y a la question de l'entretien à long terme. Outre l'entretien classique, la Carélie, au climat subarctique, voit les équipements tomber plus vite en panne à cause du froid et une marge d'erreur bien plus faible. Pendant l'hiver long et brutal, la chaîne d'approvisionnement est beaucoup plus rigide et difficile à adapter aux développements inattendus, comme la possibilité d'un véritable conflit entre l'OTAN et la Russie. L'attitude de la Russie ressemble alors moins à une stratégie qu'à une provocation qu'elle ne peut pas vraiment assumer. La Finlande ne se limite pas à observer ce que construit la Russie de l'autre côté de la frontière. Elle y répond de manière systématique et d'une façon bien plus difficile à ignorer qu'un simple communiqué de presse. Commençons par la clôture. La Finlande est en train de construire une clôture de 200 km le long de sa frontière avec la Russie. Bien que cela ne représente qu'une petite partie des 1300 km de frontière entre les deux pays, l'ensemble de la construction devrait être terminé d'ici la fin de l'année 2026. La clôture fait environ 4,5 mètres de haut, avec des rampes métalliques surmontées d'1 mètre de barbelés, des caméras, capteurs, haut-parleurs et lumières. Les gardes frontières finlandais précisent que la clôture peut accueillir des caméras tous les 18 mètres, une partie s'étendant même sous terre. Une clôture dotée de caméras et de fils de fer ne suffira pas à stopper une invasion massive de chars et blindés lourds. C'est un signe clair que la Finlande renforce la surveillance de la frontière et met en place des systèmes d'alerte précoce pour les infractions civiles et militaires. Il y a aussi les mines terrestres. C'est le signal le plus direct envoyé par la Finlande à la Russie depuis des années. En avril 2025, la Finlande a annoncé son retrait de la Convention d'Ottawa, interdisant les mines antipersonnelles, invoquant le danger à long terme que représente la Russie pour toute l'Europe comme raison principale. La Finlande a officiellement présenté la proposition de retrait en juillet 2025, le retrait est effectif commençant en janvier 2026. Le ministre de la Défense finlandais a déclaré que la décision était fondée sur les leçons tirées directement des tactiques russes en Ukraine, où les opérations d'infanterie à grande échelle ont fait des mines antipersonnelles un outil défensif central. La Finlande, après avoir détruit plus d'1 million de mines en rejoignant la Convention d'Ottawa, en 2012 a annulé cette décision à l'automne, comme d'autres pays. L'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne ont pris la même décision. En fait, l'ensemble du flanc et de l'OTAN a collectivement décidé que le traité ne correspondait plus au contexte sécuritaire. Bien qu'il n'y ait pas encore de rapport concret indiquant que la Finlande ait posé des champs de mines, la simple possibilité qu'ils soient installés le long de la frontière devrait suffire à faire réfléchir la Russie à 2 fois avant de dépasser les limites. La Finlande ouvre aussi un centre régional de commandement des forces terrestres à Mikkeli, à 145 km de la frontière russe, avec un effectif initial d'environ 10 officiers, qui devrait atteindre 50 à terme. Il est censé fonctionner sous le commandement de Norfolk de l'OTAN, pour coordonner les forces terrestres alliées à travers l'Europe du Nord. Le quartier général offre à l'Alliance un point permanent de planification et de coordination sur le territoire finlandais, ce qui est différent des exercices et des accords. Cela permet à l'OTAN de planifier ensemble, de gérer la logistique et d'intégrer les commandements en temps de paix, afin que ces liens existent déjà en cas de crise. La brigade conjointe formée avec la Suède en septembre 2024 renforce également le dispositif de défense terrestre. La formation s'appuie sur la brigade mécanisée de Norrbotten en Suède, spécialisée dans le combat dans des conditions hivernales extrêmes, avec 5 bataillons et des unités de soutien. Les obusiers suédois, archers de 155 mm, ont été déployés en Laponie, donnant à la brigade la capacité d'atteindre des cibles à plus de 48 km, avec des tirs de précision, et de se repositionner en moins d'1 minute. De 5000 à 7000 soldats finlandais supplémentaires seront stationnés en permanence aux côtés de la brigade. Avec cela, la force combinée en Laponie correspond à peu près au nombre d'unités russes actuellement déployées dans le secteur nord. La Finlande a aussi validé une liaison ferroviaire de l'OTAN via la Suède jusqu'au port arctique norvégien de Narvik. La connexion ferroviaire accélérera le déploiement des troupes et du matériel lourd, tout en réduisant la dépendance de la Finlande aux voies ferrées à écartement russe. En cas de crise, les renforts alliés de toute la Scandinavie pourront rejoindre la Laponie finlandaise par le rail, sans attendre un transport aérien ou traverser un terrain difficile. Et en décembre,
2025, la Finlande a accueilli le tout premier sommet du flanc Est à Helsinki, réunissant les dirigeants de 8 pays de l'Union européenne situés à la frontière orientale de l'UE. Cette réunion a demandé à l'Union européenne de soutenir le développement de capacités de défense crédibles et unifiées à la frontière russe, du nord au sud. La Finlande organise activement une riposte face au renforcement russe et presse ses alliés d'accélérer une réponse stratégique. Pour sa part, la Finlande peut mobiliser 947 800 soldats en temps de guerre, soutenus par une réserve d'environ 900 000 citoyens. Comment ? C'est l'un des rares pays où le service militaire est obligatoire pour tous les hommes et où les réservistes restent intégrés à l'armée durant leur vie professionnelle. La Finlande s'est également engagée à augmenter ses dépenses de défense à 3% du PIB d'ici 2029 contre 2,3% actuellement. C'est un investissement important pour un pays qui a déjà des capacités militaires bien supérieures à ce que son poids laisserait penser, et la Finlande se dote également de matériel. En mai 2024, la Finlande a décidé d'acheter des missiles de croisière JASSM-ER, qui sont des armes air-sol à longue portée. En équipant sa future flotte de F-35 de ces missiles, la Finlande pourra frapper des sites sensibles en profondeur en Russie, en Carélie comme sur la péninsule de Kola. Tout cela montre que la Finlande a bâti sa doctrine de défense territoriale depuis des décennies sur l'idée d'une menace réelle, du mauvais temps et de la nécessité pour chaque citoyen de comprendre les enjeux. L'armée finlandaise a déjà fait la guerre contre la Russie, perdant environ 10% de son territoire. Elle n'a pas l'intention de laisser cela se reproduire. Puis, début mars 2026, la Finlande a confirmé son intention de lever son interdiction de longue date d'accueillir des armes nucléaires pour le flanc est de l'OTAN. Même si aucune date n'est confirmée pour le déploiement d'armes nucléaires dans le pays, la simple possibilité d'un arsenal nucléaire à une centaine de miles de la frontière russe devrait inquiéter la Russie. Et c'est le cas. Quelques jours seulement, après l'accord sur les armes nucléaires, le Kremlin a déclaré que cette décision serait une erreur monumentale et a tenté d'influencer la prise de décision interne de l'OTAN en utilisant les mêmes arguments de menace qu'il brandit depuis février 2022. Mais la réalité inconfortable, c'est qu'à chaque fois que la Russie positionne des forces près de la Finlande, elle place involontairement davantage de moyens russes à portée des armes finlandaises. Construire des infrastructures fixes en Carélie, c'est surtout fournir à la Finlande des points prévisibles à surveiller, répertorier et cibler. Les renseignements finlandais et de l'OTAN peuvent suivre en permanence chaque nouveau dépôt, parc de véhicules ou bloc de caserne. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, les mouvements illogiques de la Russie finissent toujours par avoir un sens politique au sein du Kremlin. Lorsque la Finlande a rejoint l'OTAN en avril 2023, elle a posé à Moscou un sérieux problème intérieur. L'expansion de l'OTAN à la frontière russe a franchi la ligne tracée par Poutine pour justifier la guerre en Ukraine. Alors la Russie a fait ce qu'elle a toujours fait lorsqu'elle se sentait acculée. Elle a adopté une posture de défi et s'est militarisée dans le but d'influencer l'opinion publique afin qu'elle s'aligne sur les valeurs préexistantes. Les responsables russes en Carélie avaient qualifié le renforcement de la garnison de mesures responsables, promettant que les troupes amèneraient leurs familles, l'économie et des services dans la région. C'est le discours classique de la ville de garnison. Nous militarisons votre région pour votre propre bien. La clinique offrira des soins de santé médiocres, mais elle existera. Le moment compte aussi ici. Petrozavodsk illustre l'investissement dans les infrastructures prévues si la guerre en Ukraine doit durer, afin de garder des options stratégiques dans la période 2027-2030. Cela correspond à une évaluation européenne plus large, selon laquelle la Russie tentera de se régénérer et de réimposer une pression après la guerre en Ukraine. La nouvelle cible ne sera peut-être pas forcément la Finlande, mais plutôt les points faibles géographiques de l'Alliance, comme le corridor de Suwałki ou les accès à la Baltique. Mais cela donne encore plus d'occasions à la Russie de faire de graves erreurs sur le long terme. Si elle disperse trop ses ressources actuelles, cela pourrait donner à l'Ukraine plus de marge de manœuvre pour poursuivre sa contre-offensive. Si cela se produit, la Russie échouerait sur les deux fronts. Et si la guerre en Ukraine ne se termine pas favorablement, Poutine perdra sa légitimité. Si Poutine n'envoie pas un signal clair à la population russe, indiquant qu'il répond à la menace supposée de l'OTAN, ce qui était son mode opératoire depuis des décennies, alors sa machine de propagande se désagrège lentement, et il est humilié. Ce serait un réel échec avec les nouveaux renforts russes. Pourquoi faire pression sur une alliance avec laquelle vous n'êtes pas en guerre, alors que vous perdez déjà la guerre que vous avez lancée ? Poutine provoque l'OTAN. Après une année 2025 où la Russie a intensifié sa stratégie hybride dans toute l'Europe de l'Ouest,
Poutine vient de franchir une limite majeure. La Russie a pris pour cible un porte-avions français dans un acte de mépris flagrant. Mais ce qui s'est passé ensuite a humilié Moscou. La Russie a été prise sur le fait et tous les regards sont tournés vers le Kremlin, qui tente d'échapper à sa responsabilité pour une attaque ratée qui est partie en fumée. Le 26 février, un drone a décollé d'un navire russe alors que celui-ci s'approchait d'une cible très précise qui se trouvait dans le port de Malmö, en Suède. La cible était le porte-avions Charles de Gaulle, actuellement en Suède pour une opération de l'OTAN que nous détaillerons plus tard. Le drone russe a approché le porte-avions, forçant l'OTAN à intervenir rapidement pour le neutraliser. Selon le média United 24, le navire russe en question était un bâtiment nommé Jigelievsk, qui fait partie de la flotte russe de la Baltique et qui manœuvrait depuis un certain temps autour de la mer Baltique, dans les environs du port de Malmö. La Suède surveillait le Jigelievsk et avait envoyé l'un de ses patrouilleurs de classe Tapa, le HSWMS Rapp, pour observer le navire alors qu'il traversait les eaux de la Baltique. En d'autres termes, la Suède avait anticipé tout cela. Poutine pensait que son navire espion était malin. Cependant, ce qui s'est passé, c'est que la Suède a observé le lancement du drone par la Russie, ne laissant aucun doute sur l'identité du coupable de l'attaque contre le Charles de Gaulle, et cela a acculé la Russie. Poutine ne peut nier que la Russie a mené cette attaque, mais il essaiera. Le porte-avions français Charles de Gaulle serait une excellente cible pour la Russie. C'est pourquoi Poutine a ordonné l'attaque de drones russes, un échec humiliant. La Russie est sans doute jalouse que la France ait un porte-avions pouvant transporter jusqu'à 40 avions, surtout après que la Russie a été forcée de retirer son unique porte-avions du service en 2025 après des décennies entières d'échecs, ce qui a finalement conduit le porte-avions à devenir complètement inutile. La Russie voulait transmettre un message avec cette attaque, pensant qu'il avait été compris. Nous expliquerons cela à la fin de la vidéo. Ce message a été marqué par l'échec total de la Russie à dissimuler ses traces. La Russie a été prise sur le fait dès le départ, et la réaction de la Suède a accentué l'humiliation de Poutine et ses alliés. Selon le Télégraphe, l'armée suédoise a intercepté le drone russe bien avant qu'il ne s'approche du Charles de Gaulle. Le drone a été intercepté à 10 km au large, non par des avions suédois ou de l'OTAN, mais par un brouillage qui l'a forcé à revenir. Le sort final du drone reste inconnu. Il a peut-être été contraint de faire demi-tour et de retourner au Jigovsk dans la honte, ou bien il s'est écrasé dans l'eau à des kilomètres de Malmö. Quoi qu'il en soit, ce que nous voyons ici, c'est une tentative de la Russie soit de lancer une attaque, soit de mener une opération de surveillance contre un porte-avions français, tentative qui a échoué avant même d'avoir vraiment pu commencer. La BBC a aussi évoqué l'échec de l'attaque russe, précisant que des personnalités influentes ont qualifié l'incursion du drone russe de provocation ridicule. Ce sont les mots du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, présent sur le Charles de Gaulle lors de l'attaque. Si effectivement il y a une origine potentiellement russe à cet incident, la seule conclusion que j'en tirerai, c'est qu'il s'agirait d'une provocation ridicule, a déclaré Barrot. Le premier ministre suédois, Olof Kristersson, présent sur le porte-avions français, a jugé l'incident grave mais pas surprenant, ajoutant que même sans preuve contre la Russie, chacun savait qui était responsable de l'attaque. Kristersson a souligné que c'est un comportement typiquement russe que nous reconnaissons ailleurs. Cette méthode russe s'est totalement retournée contre elle. Il est clair que la Russie voulait envoyer un signal stratégique en visant le Charles de Gaulle, mais son drone n'a parcouru qu'1 mile avant d'être neutralisé, montrant que sa dernière tactique hybride avait fait long feu. Cela nous montre aussi que l'OTAN est prête à faire face à ce que la Russie fait depuis quelques années, et que la Suède, au minimum, dispose du type d'équipement électronique nécessaire pour stopper net les drones russes. Le Charles de Gaulle reste intact. La Suède a si bien intercepté le drone russe que personne à bord ne l'aurait su sans l'annonce publique du pays. Quant à la Russie, vous souvenez-vous que nous vous avons dit plus tôt qu'il n'y avait aucun moyen pour le Kremlin d'essayer de se dérober à sa responsabilité pour ce qu'il vient de faire? Tant pis pour nous, car c'est justement ce que la Russie tente de faire. Selon un article du Moscow Times du 27 février, le Kremlin a rejeté les accusations suédoises sur l'envoi d'un drone russe contre le Charles de Gaulle. Le porte-voix préféré de Poutine, Dmitri Peskov, a qualifié les accusations suédoises d'absurdes lorsqu'on l'a interrogé sur l'incident. Il a même affirmé que la Russie ignorait tout de l'incident du drone. Bien sûr que non, Dmitri. Pourquoi la Russie dévoilerait-elle davantage sur une tentative d'attaque aussi audacieuse alors qu'un équipage d'un patrouilleur suédois a vu le lancement du drone depuis un navire russe? Le Kremlin a clairement intérêt à envoyer le drone, comme nous le verrons bientôt. Quant à la Suède, bien qu'elle pointe clairement du doigt la Russie, elle aborde tout de même cet incident de manière méthodique. Elle a détaillé les faits, indiquant qu'un porte-parole des forces armées a signalé qu'un navire de la marine suédoise a repéré un drone suspect lors d'une patrouille dans le détroit d'Öresund. Suite à cette observation, les forces armées ont pris des contre-mesures pour perturber le drone.
Le contact avec le drone a été perdu. C'est un message direct à la Russie, disant à Poutine qu'il a tenté et échoué avec ses tactiques d'intimidation. Maintenant que l'attaque contre le Charles de Gaulle est terminée, la Suède a annoncé ouvrir une enquête sur l'incident selon sa Tillträdesförordningen, la loi suédoise régissant l'accès des navires étrangers à ses eaux. La Suède est très claire sur la manière dont elle entend traiter la Russie. Le drone a été neutralisé et une enquête est en cours, pouvant aggraver les problèmes du navire espion russe. La Suède dit aussi à Poutine qu'elle avait vu tout cela venir. Le 17 février, environ une semaine avant l'attaque contre le Charles de Gaulle, Thomas Nilsson, chef du renseignement militaire suédois, a affirmé que la Suède avait vu la Russie intensifier sa guerre hybride. Nilsson a indiqué que la Russie renforçait ses capacités et était prête à prendre plus de risques, notamment par du sabotage avancé, des complots d'assassinat, des incendies criminels graves et des attaques contre des infrastructures critiques. Autrement dit, la tentative effrontée de la Russie contre le Charles de Gaulle n'a pas surpris le renseignement militaire suédois. Il avait tout prévu. C'est sans doute pourquoi un patrouilleur surveillait déjà le Jigolevsk lorsqu'il rôdait dans la Baltique. C'est pourquoi la Suède a si vite repoussé l'attaque russe qu'on pourrait croire qu'elle n'a jamais existé. Les arguments de Nilsson sur l'intensification de la stratégie hybride russe sont solides et méritent d'être analysés. Restez avec nous pour découvrir les actions et implications de la Russie. Pendant qu'on y est, vous regardez l'émission militaire. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment d'appuyer sur ce bouton. Avant d'expliquer les actions de la Russie et ce que tout cela signifie, rappelons la raison de sa tentative d'envoyer un drone sur le Charles de Gaulle mentionné plus tôt. Vous vous demandez peut-être pourquoi un porte-avions français se trouve en Suède. Un peu de logique vous dira que la présence du porte-avions dans le port de Malmö a probablement un lien avec l'OTAN, et vous auriez raison. Le Charles de Gaulle prend part à une opération qui affecte directement la Russie. Bien sûr, l'OTAN ne lance pas d'attaque ni rien de ce genre, mais ce qu'elle fait, c'est mener la mission Lafayette 26 en Suède et autour de la Suède. Toute cette mission, qui comprendra des exercices menés en mer Baltique où opère le Jigolevsk, a été conçue par l'OTAN comme un exercice multinational qui se concentrera sur la dissuasion des menaces pesant sur les câbles sous-marins. C'est un message clair à la Russie. Sa campagne hybride inclut l'envoi de navires espions pour localiser ces câbles essentiels à la communication et parfois tenter de les couper. En décembre 2024, la Finlande a même détenu un navire russe dans le cadre d'une enquête sur un incident de sectionnement de câbles, ce qui illustre le type de problème qui rend la mission Lafayette 26 si vitale. Au-delà des câbles, l'Institut naval des États-Unis affirme que Lafayette 26 a aussi été conçu pour aider. La France et l'OTAN renforcent leur défense et dissuasion face à la Russie, favorisent la collaboration entre alliés et consolident les frontières européennes. Rien de tout cela n'est souhaité par Poutine, et il ne voulait surtout pas voir le Charles de Gaulle en Suède, car Lafayette 26 marque la première fois que le porte-avions se rend dans ce pays. La Russie fait face ici à une démonstration de force de l'OTAN, ciblant aussi ses tactiques hybrides et incursions frontalières visant à perturber l'OTAN en Europe. La Russie a envoyé un navire espion et lancé depuis celui-ci un drone pour surveiller la situation. Poutine pensait être rusé, mais il a été humilié instantanément. Le navire et le drone ont été repérés et neutralisés, et la Russie n'en saura rien de plus sur Lafayette 26, sauf ce que l'OTAN lui montrera dans ses démonstrations de force. La Russie s'est ridiculisée après le 26 février. Cependant, cela ne signifie pas que ce que nous avons vu ce jour-là n'était pas un signe inquiétant de ce qui nous attend et de la volonté de la Russie de poursuivre sa guerre hybride contre l'OTAN. Cela rejoint ce que nous disions sur la Russie intensifiant sa guerre hybride. Cette attaque montre au moins qu'elle devient plus audacieuse dans ses stratégies. Cela s'est produit la même semaine où le Télégraphe a révélé que la Russie envoyait des migrants vers l'Europe via des tunnels souterrains reliant la Pologne et la Biélorussie. Ces tunnels ont déjà servi à près de 200 migrants pour entrer dans l'Union européenne. Les responsables polonais estiment qu'ils ont été construits par des spécialistes du Moyen-Orient, sans doute lors des tentatives russes de déstabiliser l'Europe en utilisant la migration comme arme. La Henry Jackson Society a souligné dans un article de novembre 2025 que la Russie pousse des migrants désespérés vers l'Union européenne. Quand ces pays refusent d'accueillir plus de migrants, le Kremlin les accuse d'intolérance envers les besoins des autres. Les migrants ne sont pas les agresseurs. Ils sont les pions de Poutine, utilisés pour mener l'agression russe via des tactiques visant à nuire aux pays membres de l'UE et de l'OTAN sans déclencher une guerre conventionnelle. C'est une manœuvre classique de la propagande russe. Avec l'attaque contre le Charles de Gaulle, cela illustre la diversité de la guerre hybride menée par la Russie.
Un article du 20 février de The Record rapporte que les services de renseignement néerlandais notent l'intensification de la guerre hybride par la Russie. En plus des drones et des migrants, la Russie utilise également un mélange puissant de cyberattaques, de désinformation, d'espionnage, de sabotage et d'influence politique cachée pour déstabiliser les nations que Vladimir Poutine considère comme la plus grande menace pour la vision russe d'une certaine Europe. Cela, en pratique, ressemblerait à ce que c'était à l'époque où l'Union soviétique était à son apogée. Selon le rapport, une forte augmentation de ce type d'activité a été observée en Europe depuis 2023. Il est précisé que la Russie tente de présenter ses actions comme une lutte contre ce que, selon les services de renseignement néerlandais, la Russie appelle un Occident décadent et comme la défense d'une fédération russe uniquement préoccupée par sa propre survie. C'est connu. Les nations cherchant à survivre déclenchent souvent de longues guerres brutales contre d'autres, par instinct de survie. Les pays puissants attaquent ceux qu'ils perçoivent comme plus faibles, simplement pour pouvoir continuer à exister. Trêve de sarcasme, la façon dont la Russie présente ses actions est absurde. Pourtant, Poutine et ses alliés s'en servent pour justifier leurs attaques contre l'OTAN, l'UE et d'anciens pays du bloc soviétique comme l'Ukraine. Ce qui inquiète l'Occident, c'est que tout cela montre que Poutine est poussé, ou prétend l'être, par une idéologie plutôt que par un simple désir de conquête. Les idéologues sont difficiles à dissuader à cause de leur adhésion aveugle à leur philosophie, ce qui signifie que la guerre hybride déjà intensifiée menée par la Russie va empirer. Nous reparlerons de cette idée bientôt. D'abord, voyons comment la Russie a lancé son drone contre le Charles de Gaulle. Cela paraît être une façon originale pour la Russie de lancer une attaque de drone. Après tout, la guerre en Ukraine nous a montré que la Russie peut lancer ses drones depuis presque n'importe où sur son propre territoire, ce qui soulève la question de savoir pourquoi elle enverrait un navire dans les eaux de la Baltique pour accomplir cette mission. L'une des réponses à cette question pourrait être que les drones russes ne sont pas capables d'atteindre la Suède. C'est certainement une possibilité, même si des drones comme le Gérant 2 russe peuvent parcourir entre 1800 et 2500 km, soit environ 1120 à 1550 miles, ce qui signifie qu'ils pourraient atteindre la Suède s'ils étaient lancés depuis le bon endroit en Russie. Il est plus probable que la Russie ait lancé depuis un navire, une stratégie déjà utilisée pour adresser un message à l'Occident. La différence cette fois-ci, c'est que la Russie a utilisé un navire espion qui fait partie de la marine militaire, plutôt que les navires de la flotte fantôme qu'elle utilisait auparavant. Le Guardian et le Kiev Independent ont signalé que la Russie utilise des navires de la flotte fantôme pour faire ce que ces navires espions semblent maintenant faire. En septembre dernier, ce dernier a noté que des pétroliers de la flotte fantôme étaient utilisés comme point de lancement et de contrôle pour les drones que la Russie envoyait dans l'espace aérien des villes européennes. Le rapport du Guardian disait la même chose et comportait une citation du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a déclaré « Actuellement, les Russes utilisent les pétroliers non seulement pour gagner de l'argent pour la guerre, mais aussi pour des activités de reconnaissance et même de sabotage. » Ce que nous avons vu le 26 février était différent. Avec la flotte fantôme, la Russie dispose déjà d'une immense collection de navires qui compte environ 1468 unités selon la BBC et tankertrackers.com. Si la Russie engage maintenant de vrais moyens navals militaires, son humiliation lors de l'attaque du 26 février contre le Charles de Gaulle s'aggrave. Un navire espion a échoué là où les pétroliers de la flotte fantôme réussissent depuis des mois. Malgré cet échec, le recours par la Russie à un navire de guerre plutôt qu'à un navire civil lors de la dernière attaque montre que la guerre hybride russe va empirer. La Russie pourrait sortir de la zone grise. Sans succès, il faut le dire, mais tout de même, le fait que la Russie utilise un navire espion pour cibler le Charles de Gaulle suggère que le pays se rapproche d'un abandon des tactiques en deçà du seuil de guerre pour adopter des méthodes menant à une confrontation beaucoup plus conventionnelle. Cela ferait partie du plan russe, selon un rapport du Belfer Center du 5 février. Cette organisation estime que, dans les 3 ans à venir, la Russie intensifiera sa campagne dans la zone grise jusqu'à être prête à lancer une incursion militaire sur le flanc nord-est de l'OTAN. Cette incursion pourrait voir la Russie tenter de s'emparer d'une zone frontalière sur le flanc nord-est de l'OTAN lors d'une attaque éclair, l'objectif de Poutine étant probablement de profiter de la confusion qui en résulterait pour se retrancher dans cette région frontalière, tandis que les membres de l'OTAN essaieraient d'organiser leur riposte. Ceci est préoccupant pour l'OTAN et l'avenir de l'Europe. Un drone brouillé lancé contre un porte-avions est en effet un incident qui s'est soldé par un échec pour la Russie. C'est humiliant pour Poutine, mais ce n'est pas non plus la dernière fois que nous verrons ce genre de choses. Si le Belfer Center a raison, la campagne hybride ne fera qu'empirer. La Russie sera plus directe dans ses menaces et attaques hybrides. Elle continuera d'utiliser ses moyens militaires pour menacer le flanc nord-est de l'OTAN. Le 26 février, la Suède avait une longueur d'avance sur Poutine. L'OTAN doit suivre l'exemple d'un de ses nouveaux membres. L'humiliation de la Russie annonce ce qui va arriver. L'OTAN doit se préparer à bien davantage.
Après l'attaque russe contre le Charles de Gaulle, l'OTAN a renforcé la surveillance maritime et côtière en mer Baltique. Ces mesures sont bonnes, mais ne doivent pas être temporaires. L'OTAN doit répondre à chaque escalade hybride russe par une escalade en retour pour envoyer un message clair au Kremlin qui cherche à afficher sa fermeté. L'OTAN observe les actions de Poutine et stoppera aussitôt toute tentative russe. On peut aussi dire que l'attaque contre le Charles de Gaulle était personnelle pour Poutine. L'Estonie réagit fermement alors que les tensions culminent et que les inquiétudes sur les plans de Poutine pour la Baltique grandissent. L'Estonie a annoncé qu'elle prévoyait de réduire Moscou en cendres. Même les États-Unis sont choqués par le plan brutal que l'Estonie réserve à la Russie. Cependant, c'est un plan qui ne sera déclenché que si Poutine fait d'abord une chose très stupide et impardonnable, envahir. En marge de la conférence sur la sécurité de Munich mi-février, le ministre estonien des Affaires étrangères, Margus Tsakner, a révélé que son pays se prépare à aller au-delà de la simple défense face à la Russie. Le moment venu, l'Estonie se battra avec acharnement. Nous porterons la guerre en Russie et mènerons des frappes très en profondeur sur le territoire russe, a déclaré Tsakner, ajoutant que l'Estonie sait quoi faire en cas d'invasion russe. En lisant entre les lignes, on comprend que l'Estonie a un plan militaire prêt à être appliqué dès qu'un soldat russe franchira la frontière. Ce plan vise à frapper la Russie sur son territoire. Nous verrons ce plan plus tard dans la vidéo, mais Sagna précise que l'Estonie fait tout pour que Poutine voie combien un pays bien plus petit que la Russie peut être une menace. C'est pourquoi nous accélérons nos investissements et développons nos capacités, explique le ministre estonien des Affaires étrangères, précisant que 5% du PIB sont investis dans la défense de la région. L'Estonie a souvent évoqué les ambitions de Poutine sur la Baltique, mais cette fois, elle affirme à Poutine qu'elle ne se contentera pas de se défendre face à une invasion russe. Le pays ripostera avec force et la Russie pourrait bien regretter de franchir la seule ligne qui pourrait amener toute l'OTAN à sa porte. Selon le Kiev Post, Sakna a commenté alors que les tensions montent partout en Europe, la Russie semblant vouloir tester les limites de l'OTAN. 2025 a fourni de nombreux exemples, la Russie ayant intensifié sa guerre hybride menée en Europe depuis des années. Des drones ont survolé l'espace aérien de plusieurs alliés de l'OTAN, comme la Pologne et la Roumanie. L'Estonie elle-même a été la cible des provocations de Poutine. En septembre, la Russie a envoyé un trio de chasseurs MiG-31 dans l'espace aérien de l'Estonie. Ils ont ignoré toutes les communications durant 12 minutes avant d'être expulsés par une équipe d'intervention rapide de l'OTAN. Ces incidents ne visent pas à signaler des attaques. Ce sont des exemples de la Russie testant les temps de réaction, de la Russie essayant de déterminer combien de temps elle dispose pour mener des frappes avant de faire face à des représailles, et l'Estonie sait exactement ce que Vladimir Poutine essaie de faire. Alors que ces tactiques de guerre hybride étaient déployées, la Russie s'est aussi préparée ouvertement à un conflit traditionnel avec l'Europe, probablement centré sur la région baltique. Par exemple, la Russie renforce ses bases et ses déploiements de troupes le long de la frontière qu'elle partage avec la Finlande, rapporte le Kiev Post. Elle renforce aussi la militarisation de l'enclave de Kaliningrad, coincée entre la Pologne et la Lituanie, ce qui pourrait en faire une base pour une offensive multidirectionnelle dans la région baltique. Et une attaque venant de Kaliningrad à l'ouest et de la Russie elle-même à l'est pourrait suffire à couper les États baltes du soutien de l'OTAN. C'est pourquoi l'Estonie est prête à riposter. Elle doit être capable de frapper la Russie suffisamment fort pour tenir les troupes de Poutine à distance assez longtemps pour que ses alliés de l'OTAN puissent réagir. De nombreuses questions subsistent quant à ce à quoi pourrait ressembler la réponse de l'Estonie face à la Russie et quant à l'efficacité même de ces réponses. Nous répondrons à ces questions plus tard. D'abord, il est essentiel de comprendre que Sakna n'affirme pas que l'Estonie prépare une attaque préventive contre la Russie, un pays qui envisagerait d'envahir son territoire. Il s'agit d'une contre-attaque, pas d'un coup de grâce. L'Estonie fait savoir à la Russie que Poutine ne pourra pas tout obtenir à sa façon s'il déclenche une campagne européenne que beaucoup pensent qu'il prépare à lancer à la suite de la guerre en Ukraine, une guerre que la Russie est encore loin de gagner. Dans son article sur les propos de Sakna, le Télégraphe rapporte qu'ils ont été tenus alors que des inquiétudes circulent dans les milieux de la défense selon lesquelles la Russie prévoit d'occuper au moins partiellement les États baltes que sont l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie une fois la guerre en Ukraine terminée. Ce plan suppose une victoire russe en Ukraine, ce qui reste incertain après 4 ans de combat et seulement 20% du pays occupé. Mais l'inquiétude existe bel et bien, et ce n'est pas seulement une préoccupation qui circule dans les milieux baltes. En décembre, Kirilo Boudanov, alors chef du renseignement militaire ukrainien et désormais chef du bureau du président,
a déclaré que la Russie raccourcissait ses délais pour occuper d'éventuels territoires européens. Boudanov a affirmé que les États baltes seraient les premiers sur la liste de la Russie lorsque ces combats commenceraient, et il a souligné que les ambitions diaboliques de Poutine sont le moteur de tout cela. Pour un empire, et il se voit comme un empire, se développer signifie toujours avancer pour étendre son influence et son territoire. Cela d'ailleurs répond à beaucoup de questions, a déclaré Boudanov en décembre. Pour Poutine, la Russie chercherait d'abord à contrôler les nations européennes jugées les plus faibles avant de viser des pays comme la Pologne, pour lesquels Boudanov dit qu'il n'y a pas de plan militaire actuellement. C'est une révélation étrange. Nous venons de citer Kaliningrad et son rôle probable dans une attaque contre les États baltes. Poutine pense-t-il vraiment que la Pologne ne réagirait pas à une agression d'un voisin contre plusieurs de ses alliés de l'OTAN ? Si c'est le cas, la Russie adopte une vision très limitée de l'invasion de l'Estonie et des autres États baltes, pensant peut-être que le reste de l'Europe accepterait de les sacrifier aux ambitions impérialistes de Poutine. Ce n'est pas le cas. L'Estonie compte là-dessus. De nombreux autres estiment qu'une attaque russe en Europe est imminente, dont Jan Bomb, directeur adjoint du Centre pour la réforme européenne. Bond déclare à la BBC: « Personne ne veut croire qu'une guerre européenne est imminente, mais de plus en plus de responsables du renseignement européen nous l'affirment. Le délai importe moins que l'évaluation elle-même, et il y a des inquiétudes depuis 2018 que les États baltes soient la première cible de Poutine. » À ce moment, le Centre pour une nouvelle sécurité américaine publia un article intitulé « Quand Poutine envahira les pays baltes », affirmant que le président russe menait une stratégie contre l'OTAN et que l'invasion de l'Estonie, de la Lituanie et de la Lettonie serait son prochain geste. Nous savons désormais que le Centre s'est trompé, car Poutine a attaqué l'Ukraine en premier. Tout cela montre que le dirigeant russe réfléchit depuis des années à comment la Russie pourrait reprendre le contrôle des anciens territoires soviétiques. Si l'Estonie a raison, les manigances et les complots de Poutine sont presque terminés et le moment pour la Russie de passer à l'action approche. Tout cela nous ramène à quelque chose que nous avons mentionné plus tôt. À quoi ressemblerait concrètement le plan estonien pour anéantir la Russie ? L'Estonie s'est beaucoup préparée à une invasion russe, comme nous allons le voir. Mais la première chose que la Russie doit savoir, c'est que l'Estonie est loin d'être la nation qu'elle était lorsqu'on a commencé à parler d'une invasion potentielle. Sagna l'a laissé entendre en parlant des investissements de défense du pays, et il l'a clairement affirmé dans d'autres déclarations qu'il a faites lors de la conférence de Munich sur la sécurité. Les anciens plans affirmaient que si la Russie attaquait, l'OTAN gagnerait la guerre. Dans ce cas, il ne resterait plus d'Estoniens, mais ce ne sont pas ces plans qui nous intéressent, explique le ministre estonien des Affaires étrangères, exprimant une certaine amertume face à l'idée que les plans précédents sacrifièrent l'Estonie pour sauver le reste des membres européens de l'OTAN. Notre plan est une contre-invasion, car nous n'en avons pas d'autre. Nous ne pouvons pas attendre que la Russie entre dans les États baltes pour réagir, ajoute Sagna, révélant ainsi son état d'esprit. Il y a clairement un problème avec ce que l'Estonie prévoit. En duel, la Russie domine l'Estonie même après 4 ans de guerre en Ukraine. Selon Global Firepower, qui classe les armées du monde selon leur puissance terrestre, aérienne et navale, la Russie détient toujours la 2e armée la plus puissante du monde d'après ces critères. L'Estonie occupe la 106e place sur 145 nations évaluées et il n'y a aucun domaine dans lequel elle surpasse la Russie. La population totale de l'Estonie, qui compte près de 1,2 million d'habitants, est inférieure aux 1,3 million de militaires actifs que la Russie possède à elle seule. Le budget de la défense russe est 100 fois supérieur à celui de l'Estonie et finance une force aérienne de 4237 appareils contre 2 pour l'Estonie, et une marine avec une flotte de 747 unités contre les 8 navires de guerre que possède l'Estonie. Même au sol, Global Firepower indique que l'Estonie ne possède aucun char et seulement 2507 véhicules blindés, ce qui rendra extrêmement difficile pour le pays de se défendre contre les méthodes d'assaut privilégiées par Poutine. Ces chiffres rendent les propos de Sagna sur une invasion du territoire russe absurdes. Rappelez-vous ce qu'il a dit à propos des frappes en profondeur. L'Estonie ne chercherait pas à envoyer des soldats en Russie. Ce serait presque impossible, puisque la Russie dispose de suffisamment de soldats pour former essentiellement un blocus autour de tout le pays afin d'empêcher quiconque de percer. Mais ce que l'Estonie peut faire, et elle l'a probablement appris de l'Ukraine, c'est frapper la Russie en profondeur à l'arrière pour paralyser l'avancée des soldats sur le terrain. Pour commencer, l'Estonie a acheté une douzaine de systèmes de roquettes HIMARS aux États-Unis et poursuit ses plans pour en acheter au moins 6 autres, à condition que le fabricant des HIMARS, Lockheed Martin, obtienne l'autorisation du Pentagone pour les produire. Ces nouveaux HIMARS arriveraient en Estonie d'ici 2028 ou 2029 et ils donneront au pays la capacité de lancer des frappes en profondeur sur le territoire russe.
L'Ukraine a déjà prouvé à plusieurs reprises que les HIMARS remplissent cette mission face à la Russie. Le 28 septembre, on a appris que l'Ukraine avait réussi une frappe HIMARS contre une centrale thermique de l'oblast de Belgorod. L'Estonie partage une frontière directe avec la Russie et il est tout à fait possible que les systèmes HIMARS qu'elle possède déjà et ceux qu'elle envisage d'acheter puissent être dirigés vers la région de Saint-Pétersbourg, mettant ainsi en danger l'un des centres de population les plus importants de la Russie. Saint-Pétersbourg est aussi l'une des régions les plus riches de Russie, ce qui fait que Poutine voudrait la préserver des horreurs de la guerre qu'il souhaite mener. L'Estonie pourrait faire échouer cette protection en rappelant vite que la Russie subirait de lourdes conséquences si un soldat franchit la ligne. À la menace élevée des systèmes HIMARS s'ajoute l'arrivée prochaine en Estonie de 6 lance-roquettes multiples sud-coréens K-239 Chunmoo. Annoncé par l'Estonie en décembre dans un contrat de 290 millions d'euros, 342 millions de dollars, cette commande inclut des missiles qui renforcent ses capacités à longue portée. Le principal d'entre eux est le CTM-90, un missile balistique tactique ayant une portée allant jusqu'à 290 km, soit environ 180 miles. Encore une fois, cela met en danger différentes parties de la région de Saint-Pétersbourg. L'Estonie recevra également des missiles CTMMR et CGR-080 qui ont des portées respectives de 160 et 80 km, soit 99,4 et 49,7 miles. Le missile le plus longue portée menacerait les régions russes proches de l'Estonie, tandis que celui à courte portée pourrait viser l'arrière russe en Estonie occupée si besoin. Les livraisons de ces systèmes sud-coréens commenceront au cours du second semestre 2027, rapporte Militani. Ces livraisons montrent que l'Estonie agit concrètement pour soutenir les propos de son ministre des Affaires étrangères. Des frappes en profondeur sont possibles et l'Estonie les utilisera contre le territoire russe tout en se défendant. Voici où intervient la seconde phase de la stratégie ukrainienne. Aussi essentielles que soient ces armes pour montrer à Poutine que l'Estonie résiste, elles s'inscriront dans une stratégie plus vaste visant à permettre à l'Estonie de tenir jusqu'à l'arrivée du soutien de l'OTAN. Si les forces russes tentent d'envahir, l'Estonie invoquera l'article 5 de la charte de l'OTAN. En vertu de cet article, tous les membres de l'OTAN ont le devoir de venir en aide à tout État membre qui fait l'objet d'une attaque sur son territoire. Un aspect souvent peu médiatisé de l'article 5 est que cette aide peut ou non impliquer l'utilisation de la force armée. Mais dans le cas de l'Estonie, elle comptera sur des nations comme ses voisins baltes, la Lituanie et la Lettonie, ainsi que sur celles des régions adjacentes à la Baltique, comme la Finlande et la Pologne. Effrayés par la démonstration de force de Poutine, ils combattront aux côtés de l'Estonie sur son territoire. Le défi pour l'Estonie est que l'article 5 ne garantit pas une réponse immédiate de l'OTAN. Organiser une guerre contre la Russie prend du temps. Donc, en plus des frappes en profondeur, l'Estonie s'est engagée à dépenser plus de 10 milliards d'euros, soit environ 11,8 milliards de dollars pour son armée entre 2026 et 2029. L'idée est de créer une force de dissuasion crédible, ce que l'Estonie prévoit de faire grâce à une version remaniée des forces de défense estoniennes qui auront accès à des armes plus modernes, à des stocks de munitions plus importants et à une formation avancée. En d'autres termes, l'Estonie refuse d'être un simple figurant dans une guerre de l'OTAN contre la Russie. Elle essaie de jouer dans la cour des grands. L'Estonie renforce également ses défenses. Selon le Kyiv Post, le pays a récemment adopté une loi imposant aux grands immeubles d'habitation et de bureaux d'intégrer des bunkers et abris anti-bombes, probablement pour anticiper les frappes de missiles et drones russes si Poutine envahit. L'Estonie a également terminé 110 km, soit environ 68 miles d'une clôture qui longera sa frontière orientale avec la Russie, laquelle servira à retenir les forces russes et à mener une surveillance afin de savoir quand Poutine prévoit d'attaquer. Ajoutez à cela les améliorations proposées par le pays en matière de capacité de drones et de défense aérienne, et il est clair que l'Estonie a tiré de nombreux enseignements du combat de l'Ukraine contre la Russie et prévoit désormais de les utiliser pour sa propre défense. Une question évidente se pose après tout cela. Le plan de l'Estonie fonctionnera-t-il? Oui, car le pays pourra infliger de lourdes pertes à la Russie en réponse à l'invasion de Poutine. Des missiles dirigés vers Saint-Pétersbourg suffiraient et la riposte estonienne pourrait mettre en colère les citoyens aisés de cette région et les pousser à faire pression sur Poutine pour qu'il change de stratégie. À long terme, l'Estonie dépendrait toujours fortement de ses alliés de l'OTAN pour une défense coordonnée. Les chiffres de Global Firepower sont clairs et l'inquiétude majeure pour l'Estonie est que l'OTAN ne soit peut-être pas la solution. Une simulation le montre clairement. Selon le Télégraphe, la simulation lituanienne, organisée par Die Welt, réunissait d'anciens membres de l'OTAN et des analystes militaires allemands.
Dans ce jeu de guerre hypothétique, Die Welt a conclu que les membres de l'OTAN seraient tellement paralysés par l'indécision quant à la conduite à adopter si la Russie envahissait la Lituanie que l'invasion serait quasiment terminée au moment où une réponse serait organisée. Le titre principal de cette simulation porte sur le rôle des Américains, car selon les experts de Die Welt, les États-Unis éviteraient d'invoquer l'article 5 ou d'apporter une aide dans ce cadre redoutant de déclencher une troisième guerre mondiale. Même l'Allemagne, avec ses soldats en Lituanie, ne pourrait apparemment pas stopper les forces de Poutine. C'est un scénario catastrophe. Bien qu'elle porte sur la Lituanie, l'Estonie, autres États baltes, rencontre des défis similaires. Cependant, il faut rappeler que le scénario de Die Welt n'est qu'une possibilité parmi d'autres, reposant sur l'idée que les États-Unis resteraient passifs face au renversement de l'Estonie. Ce n'est pas encore acquis. Pourtant, l'Estonie précise qu'elle se prépare à toute éventualité, même si elle préférerait éviter de se battre. Le président Alar Karis fait partie des dirigeants européens demandant à l'Europe de nommer un envoyé pour dialoguer avec Poutine. Cela n'a pas encore eu lieu et de fortes incertitudes demeurent sur l'éventuelle volonté de Poutine de dialoguer avec un tel envoyé et sur la fiabilité de ses propos. L'Estonie prévoit de frapper la Russie avec force pour ébranler si fortement le système de Poutine que cela surprendrait tout le monde. Et il se peut que l'Estonie doive justement faire cela. Le président russe Vladimir Poutine a un appétit insatiable pour le pouvoir. Même si ses forces continuent de conquérir des terres en Ukraine, ou négocient un accord qui leur permet de prendre le contrôle total de certains territoires, il ne cessera jamais d'en vouloir plus, et il aura toujours de nouvelles cibles en ligne de mire. Et plusieurs experts pensent avoir déjà identifié la prochaine cible dans la campagne de conquête de Poutine. Narva, une ville frontalière en Estonie avec un passé fascinant et un avenir incertain. Heureusement, l'Estonie est déjà bien consciente de l'importance de Narva et de la réalité des risques auxquels elle est confrontée, et elle prend toutes les mesures possibles pour préparer la ville à une éventuelle invasion russe. À première vue, Narva, la troisième plus grande ville d'Estonie, avec une population d'environ 54 000 habitants, ne semble peut-être pas être une cible évidente pour une attaque des forces russes. Mais en y regardant de plus près, on peut commencer à voir les nombreuses raisons pour lesquelles Poutine pourrait finalement décider de revendiquer cette ville. Ces raisons tournent autour du passé, du présent, de la population, de la localisation et même de l'économie de Narva. Pour les comprendre, il est d'abord important de revenir sur la façon dont cette ville s'est formée, et sur les changements et événements intéressants qu'elle a traversés au fil des années. Car l'histoire de Narva est très ancienne. Les premiers habitants se sont installés dans la région il y a des milliers d'années. Et la plus ancienne colonie connue de la région, Narva-Ioa Oru, remonte à 1000 avant Jésus-Christ, ce qui en fait la plus ancienne de toute l'Estonie. Le château de Narva, également connu sous le nom de château Hermann, a été construit en 1256 pendant la domination danoise du nord de l'Estonie. Cependant, la ville de Narva elle-même a été officiellement reconnue comme une ville pour la première fois, en 1329. Les fondations du château ont été posées à un emplacement idéal, à l'intersection de plusieurs routes commerciales, et à côté des eaux vives de la rivière Narva, et la localité environnante a rapidement commencé à se développer. Tout cela s'est produit à une époque où le Danemark régnait sur le nord de l'Estonie. Mais Narva a connu de nombreux changements de domination au cours des siècles suivants. Pendant la guerre de Livonie au XVIe siècle, par exemple, le Tsarat de Russie a réussi à capturer la ville, la transformant temporairement en un important port commercial et centre de transbordement pour les marchandises russes provenant de villes russes voisines, telles que Novgorod et Pskov. C'était la première, mais pas la dernière implication de la Russie dans l'histoire de Narva, et cela n'a pas duré longtemps. Seulement quelques décennies après que le Tsarat eut pris la ville, elle fut de nouveau conquise, cette fois par les troupes du royaume de Suède. La Russie a tenté, sans succès, de reprendre la région, mais la Suède a réussi à la conserver pendant plus d'un siècle, contribuant grandement au développement de Narva durant cette période. Sous la domination suédoise, la vieille ville baroque de Narva a par exemple été construite. Et même après qu'un incendie ait ravagé une grande partie de la ville en 1659, les anciennes structures furent rapidement remplacées, grâce aux revenus commerciaux croissants dont la ville bénéficiait. La Suède a également cherché à améliorer les structures défensives de la ville, en construisant un solide système de fortification spécial appelé bastions, qui furent bientôt considérés comme parmi les meilleurs de toute l'Europe. Mais la Russie a toujours gardé un œil attentif sur la ville, et était prête à tout pour la reprendre par tous les moyens nécessaires. Ainsi, lors de la bataille de Narva en 1700,
La ville fut le théâtre du premier grand affrontement entre les forces russes et suédoises, la Russie finissant par conquérir et s'emparer de Narva en 1704. La Russie a ensuite continué à contrôler la ville jusqu'au XXe siècle, et Narva a continué de croître et de prospérer, devenant la ville industrielle la plus importante de toute l'Estonie, accueillant le premier chemin de fer du pays et de nombreuses grandes entreprises. La Seconde Guerre mondiale s'est avérée être un tournant majeur dans l'histoire remarquable de la ville. Elle a été prise par les forces nazies, et l'armée rouge soviétique a finalement été contrainte de bombarder la zone, détruisant sa vieille ville et 98% de ses bâtiments. Les autorités soviétiques ont ensuite décidé de ne pas reconstruire les magnifiques anciens bâtiments qui avaient été détruits et ont également refusé de permettre aux habitants originels de la ville de revenir chez eux. À la place, des immeubles d'appartements traditionnels soviétiques ont été construits et des ouvriers russophones ont été acheminés dans la région depuis différentes parties de l'URSS, transformant ce qui avait autrefois été un centre de la culture, de la langue et des traditions estoniennes en une ville fade et majoritairement russophone, semblable par son atmosphère et son esthétique à tant d'autres, à travers l'Union soviétique. En 1991, l'Union s'est effondrée et l'Estonie a enfin retrouvé son indépendance. Mais Narva continue d'abriter un grand nombre de russophones et de citoyens russes. À cet égard, elle présente au moins quelques similitudes avec la région ukrainienne de la Crimée, ainsi qu'avec les régions orientales de l'Ukraine, que Vladimir Poutine a initialement visées lors de son invasion de 2022, comme Donetsk et Louhansk. Pour cette raison, depuis que la Russie a annexé la Crimée début 2014, les craintes n'ont cessé de grandir à l'idée que le Kremlin puisse mener une attaque similaire contre Narva. Divers commentateurs politiques, journalistes, scientifiques et experts militaires ont même inventé le concept du soi-disant scénario de Narva, une situation militaire hypothétique dans laquelle la Russie attaquerait l'une des petites nations de l'OTAN, comme l'Estonie, en utilisant des tactiques de guerre hybrides similaires à celles observées en 2014 et lors de la préparation de l'invasion de 2022. Alors que la guerre en Ukraine se poursuit, beaucoup de ces mêmes experts tirent la sonnette d'alarme, suggérant que le scénario de Narva devient de plus en plus réaliste. Alors que Poutine réfléchit à sa prochaine action et désigne la prochaine cible sur laquelle son armée immense et en constante expansion devra se concentrer. S'adressant au Sun, par exemple, Tim Willsey, ancien diplomate et professeur invité en études de la guerre au King's College, a averti que les projets de conquêtes européennes de Poutine sont loin d'être terminés. Je ne pense pas un instant que le projet de Poutine soit terminé. L'expert a poursuivi en affirmant que, peu importe comment la guerre en Ukraine évolue, et même si elle se termine par un éventuel accord de paix, le président russe a déjà d'autres cibles en vue. Celle que j'ai toujours trouvée très dangereuse, c'est Narva, qui compte 80% de Russes. Il n'est pas le seul à avertir que Narva pourrait être la prochaine cible de la machine de guerre du Kremlin, et les habitants ont des raisons de s'inquiéter, puisque Vladimir Poutine lui-même a même lancé une menace vague envers la ville en 2022, lors d'une rencontre avec de jeunes entrepreneurs, ingénieurs et scientifiques au Centre d'innovation et d'éducation de l'exposition des réalisations de l'économie populaire de Moscou. Vladimir Poutine s'est comparé dans une déclaration restée célèbre au légendaire empereur russe Pierre le Grand, tout en affirmant que la Russie avait toujours exercé sa domination sur la ville estonienne. Pierre Ier a mené la Grande Guerre du Nord pendant 21 ans. Il semblait qu'il se battait contre la Suède, qu'il avait conquis quelque chose. Il n'a rien conquis. Il a repris ce qui appartenait déjà. C'est comme ça, en direction de l'Ouest, c'est-à-dire Narva, ses premières invasions. Pourquoi y est-il allé ? Il a repris et sécurisé. C'est ce qu'il a fait. Poutine a poursuivi, en disant que les Russes d'aujourd'hui devraient suivre cet exemple, reprendre et sécuriser tous les endroits qu'ils estiment leur appartenir. Les signaux d'alarme retentissent depuis, et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. On peut dire qu'il y a 5 raisons principales que Poutine pourrait invoquer comme une sorte de justification pour attaquer la ville estonienne. La première raison, comme l'a souligné Poutine lui-même, ce sont les liens historiques de la Russie avec Narva. Comme expliqué précédemment, la Russie a, à différentes époques de son histoire, exercé le contrôle sur cette ville. On peut en dire autant de plusieurs villes, à travers l'Europe et à toutes les époques. Nous avons vu différents pays, royaumes et empires, revendiquer diverses villes, cités et territoires. De nos jours, cependant, la grande majorité des nations à travers le monde respectent l'indépendance et la souveraineté des autres. Ils ne revendiquent pas les territoires d'autres pays simplement parce qu'ils les ont possédés dans le passé.
La Russie, ou du moins son dirigeant, a tendance à voir les choses différemment. Pour Moscou, il semble que tout endroit ayant déjà été partiellement occupé par des forces ou des populations russes ou soviétiques au cours de l'histoire soit une cible légitime au XXIe siècle. C'est d'ailleurs en partie ainsi que Poutine a justifié sa soi-disant opération militaire spéciale en Ukraine, affirmant que la région du Donbass, à l'est de l'Ukraine, devrait appartenir à la Russie, tout en revendiquant également la Crimée. Il a même affirmé que toute l'Ukraine appartient à la Russie et peut être prise par elle. Il n'est donc pas difficile d'imaginer Poutine avancer des arguments similaires concernant Narva, étant donné l'histoire unique de la ville et ses liens actuels avec la Russie. Ce qui nous amène à la deuxième grande raison, le grand nombre de citoyens russes à Narva, de russophones, et ses liens culturels avec la Russie dans son ensemble. Comme le note M. Willis E. Wilsey, Narva compte un pourcentage élevé de citoyens russes vivant sur son territoire. Il est difficile d'obtenir des chiffres précis, et les estimations varient, même si des données récentes indiquent que 6% de la population de la ville est d'origine estonienne. Moins de la moitié, environ 48% pour être exact, sont citoyens estoniens, tandis que 36% possèdent un passeport russe, et 14% appartiennent à la catégorie de citoyenneté indéfinie. 97% de la population de la ville parle russe, et beaucoup sont réputés entretenir des liens étroits avec le pays. En effet, peu de temps après que l'Estonie a acquis son indépendance, au début des années 1990, un référendum officieux a été organisé concernant l'avenir de Narva et des régions environnantes. Les sondages de l'époque montraient que la grande majorité des habitants de ces régions étaient opposés à une séparation d'avec l'Estonie. Mais les résultats du référendum ont montré que 97% ont voté en faveur de l'autonomie, malgré un taux de participation de seulement 55% parmi les habitants de Narva. La Russie peut invoquer ce référendum comme preuve que les habitants de Narva ne souhaitent pas faire partie de l'Estonie, malgré de nombreux rapports crédibles de fraudes électorales. Et le vote a finalement été jugé inconstitutionnel par le gouvernement estonien, beaucoup estimant que Moscou était intervenu pour influencer le résultat. Vladimir Poutine laisse rarement les faits ou la vérité contrarier son agenda, et pourrait aisément construire un récit affirmant que les habitants de Narva veulent et ont besoin de faire partie de la Russie. La maire de la ville, Katri Reik, serait fortement en désaccord. S'adressant au photojournaliste Mario Heller pour un rapport de Chatham House, Katri Reik fait valoir que le sol russe se trouve à seulement quelques mètres du centre-ville de Narva. Et si des habitants locaux voulaient vraiment devenir russes, ils n'auraient pas beaucoup de chemin à faire. Pourtant très peu décident réellement de franchir le pas. Quiconque le souhaite peut déménager en Russie à tout moment. Mais personne ne le fait parce que tout le monde sait que l'Estonie est un pays libre. La troisième raison pour laquelle la Russie pourrait considérer Narva comme une cible attrayante est sa situation géographique. La frontière entre la Russie et l'Estonie s'étend sur 183 miles, soit 294 km au total. Donc, théoriquement, si la Russie voulait envahir l'Estonie et lancer une attaque contre cette petite nation de l'OTAN, elle pourrait choisir de nombreux endroits le long de cette ligne. En observant la frontière de près, il apparaît clairement que la Russie a peu d'options. Car de nombreux kilomètres de la frontière ne traversent pas la terre, mais des étendues d'eau, comme le réservoir de Narva, la rivière Narva elle-même, et le vaste lac Peipus, qui est le plus grand lac transfrontalier de toute l'Europe, et le 5e plus grand lac d'Europe. Au total, il couvre la superficie impressionnante de 1373 miles carrés, soit 3555 km carrés. Faire traverser un grand lac ou un réservoir à une force d'invasion importante, comprenant des chars, des véhicules blindés, de l'artillerie et d'autres équipements, est une tâche extrêmement difficile. Ainsi, toute invasion russe de l'Estonie devrait être organisée le long des sections terrestres de la frontière, faisant de Narva la cible la plus évidente. Il reste encore la rivière Narva à traverser ici, mais il y a déjà un grand pont qui relie la ville estonienne à sa voisine russe, Ivangorod. Cependant, le pont a été fermé par les autorités estoniennes et restera fermé jusqu'à la fin de la guerre en Ukraine. Les Estoniens ont aussi installé portails et barrières pour renforcer la sécurité. La Russie pourrait également utiliser la grande autoroute E20, qui va jusqu'à la capitale estonienne, Tallinn, à l'ouest, la reliant directement à la grande ville russe de Saint-Pétersbourg à l'est. Cela serait idéal pour les forces du Kremlin afin de transporter rapidement et efficacement des troupes et des véhicules militaires vers Narva. D'un point de vue logistique, donc, une invasion de Narva ne serait pas forcément trop difficile à organiser pour Moscou.
Il y a cependant une grande incertitude concernant toute attaque contre Narva, et c'est le fait que l'Estonie fait partie de l'OTAN, et que tous les membres de l'OTAN sont obligés de se défendre mutuellement en cas d'attaque ou d'invasion. Voici la 4e raison pour laquelle la Russie pourrait tenter d'attaquer. Poutine pourrait croire que Narva n'est tout simplement pas assez importante pour déclencher une réponse massive de l'OTAN, et certains experts craignent que cet argument soit valable. Dans une interview accordée au Sun, par exemple, Willis E. Wilsey a exprimé son inquiétude que les États-Unis et potentiellement d'autres grandes nations de l'OTAN ne soient pas vraiment disposés à risquer de provoquer un conflit mondial ou une guerre totale avec la Russie simplement pour sauver Narva. Croyons-nous vraiment que les États-Unis vont entrer en guerre pour une seule ville en Estonie ? Je ne suis plus sûr que ce soit le cas. À une époque où l'alliance de l'OTAN subit des tensions croissantes, ces craintes ne sont pas nécessairement infondées. Il est facile d'imaginer les alliés de l'OTAN se mobiliser pour défendre un État membre en cas d'invasion à grande échelle, mais ils ne seront peut-être pas tous aussi disposés à envoyer des avions de chasse et déployer des troupes si Vladimir Poutine affirme qu'il ne veut prendre qu'une seule ville. Cela s'inscrirait dans la stratégie récente du Kremlin qui consiste à tester et provoquer les frontières de l'OTAN en envoyant quelques drones ou même des avions russes dans l'espace aérien de pays comme la Pologne et l'Estonie. Ce genre de provocation n'est pas tout à fait suffisant pour déclencher une réponse militaire sérieuse, ce qui permet à Moscou d'en apprendre davantage sur les véritables limites de l'OTAN et sur la solidité de ses liens. La 5e et dernière raison de cibler Narva est que même si elle peut sembler être une ville relativement petite et insignifiante de l'extérieur, elle revêt en réalité une importance économique assez notable. C'est là que se trouve la plus grande usine d'aimants, en terres rares d'Europe, qui a ouvert en septembre 2025 et a été financée par l'Union européenne. L'usine produit des aimants permanents, destinés à des secteurs économiques importants, tels que la microélectronique, les éoliennes pour les initiatives d'énergie verte et les véhicules électriques. C'est un ajout important au paysage économique européen, car cela renforce considérablement les capacités du continent dans le secteur des terres rares et permet à l'Union européenne de réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine. Si la Russie envahissait et prenait le contrôle de la ville, elle pourrait potentiellement trouver un moyen d'utiliser cette usine comme levier lors de négociations ultérieures avec l'OTAN ou l'Union européenne. Pour toutes ces raisons et d'autres encore, les responsables estoniens et les habitants de Narva se préparent à une invasion russe depuis plusieurs années, et l'opposition du pays à la Russie a considérablement augmenté ces derniers temps. Comme le souligne le rapport de Chatham House, cette petite nation balte a été l'un des plus grands et des plus fiables soutiens de l'Ukraine depuis le premier jour de l'invasion, fournissant à Kiev plus d'aide militaire en termes relatifs que n'importe quel autre pays au monde. À Narva même, ces derniers temps, de plus en plus d'habitants s'intéressent activement au Kaitselit, l'armée de défense volontaire de l'Estonie. De nombreux membres de la jeune génération ont choisi de s'engager et de suivre une formation militaire de base en prévision d'une invasion. Ils peuvent s'impliquer dès l'âge de 7 ans, en apprenant d'abord des compétences de survie de base dans des groupes de type scout, comme la lecture de cartes et la survie en pleine nature, avant de passer à des compétences plus avancées par la suite. Chatham House s'est entretenu avec l'une de ses volontaires, Maria Morozova, âgée de 17 ans, qui a exprimé sa volonté d'apprendre des compétences utiles et de se préparer au pire des scénarios. Personne ne m'a attiré ici, je suis venu de mon propre gré. Je voulais rejoindre une organisation plus sérieuse où je pourrais contribuer et, si nécessaire, défendre le pays. Elle fait partie d'une vague croissante de jeunes Estoniens politiquement conscients et fiers de leur pays, prêts à faire tout ce qui est nécessaire pour le défendre. Personne n'aime la guerre, j'espère qu'on n'en arrivera pas là, mais si c'est le cas, je me battrai. Mais l'Estonie fait bien plus que de compter sur les jeunes hommes et femmes pour défendre ses frontières. Elle renforce également les fortifications tout le long de sa frontière avec la Russie, en se concentrant sur les zones jugées les plus susceptibles d'être ciblées lors d'une invasion, comme Narva. En suivant l'exemple des autres États baltes et de pays européens comme la Pologne, qui ont tous également travaillé à améliorer leur défense, l'Estonie a beaucoup investi dans des bunkers, des systèmes de surveillance des frontières et des mesures de défense avancées, transformant Narva, qui pouvait autrefois sembler une cible facile, en l'un des points frontaliers les plus surveillés et les mieux sécurisés de toute l'Europe. Les nouvelles défenses comprennent plus de 60 miles, soit 100 km de nouvelles clôtures frontalières, dont une grande partie est équipée de systèmes de surveillance ultra-modernes, de routes patrouillées et de mâts de surveillance, permettant aux forces armées
et aux dirigeants de l'Estonie de garder un œil attentif sur toute activité suspecte ou tout signe d'activité militaire le long de sa frontière avec la Russie. Les travaux de construction se poursuivent dans les zones les plus sensibles, comme la région de Sartz, où les routes reliant les territoires estoniens et russes ont été définitivement fermées et déviées. La couverture radar le long de la rivière Narva s'étend sans cesse, donnant à Tallinn une vue sur son territoire et sur les régions russes voisines. En plus des clôtures, l'Estonie travaille également d'arrache-pied sur sa ligne de défense balte. Un réseau entier de bunkers renforcés, d'obstacles anti-chars et d'autres barrières physiques. Cela ne ferait pas que retarder une invasion, mais pourrait complètement l'arrêter sur place. D'ici 2027, l'Estonie souhaite avoir construit 600 de ces bunkers en béton, chacun spécialement conçu pour résister à de lourds bombardements d'artillerie et entièrement intégrés à des unités mobiles, des drones et des équipes de soutien au tir. Avec de telles défenses, même une petite nation comme l'Estonie, dont l'armée est bien moindre que celle de la Russie, pourrait défendre sa frontière bien plus efficacement, rendant toute tentative d'invasion incroyablement coûteuse et chaotique pour l'adversaire. Et l'Estonie ne compte pas s'arrêter là. Le pays ne se contente pas d'atteindre les objectifs de l'OTAN, il les dépasse. Il consacre désormais près de 5% de son PIB à la défense, bien plus que de nombreux autres pays membres, et il utilise cet argent de manière efficace pour financer des stocks de munitions, investir dans des systèmes de défense aérienne de pointe, et acheter des missiles, des drones et bien plus encore. Il bénéficie également d'un large soutien de la part des alliés de l'OTAN, avec un groupe de combat dirigé par le Royaume-Uni stationné en permanence sur le sol estonien. Et Tallinn explore d'autres moyens de renforcer ses défenses, notamment en organisant des exercices militaires à grande échelle, des rappels de réservistes, et en développant des infrastructures de soutien du pays hôte, afin de s'assurer que les unités alliées soient prêtes à opérer et à s'activer dès que possible en cas de crise. Comme le dit Hanno Pevkur, le ministre de la Défense de l'Estonie, l'agresseur doit savoir que s'il essaie de franchir la frontière, il mourra ici. Maintenant, vous pouvez en apprendre davantage sur la façon dont l'Estonie se prépare à réserver à la Russie la surprise de sa vie, si ses forces osent s'approcher de ses frontières dans cette vidéo. Ou regardez cette vidéo pour voir que la taille ne compte pas toujours, car l'un des plus petits missiles de l'Estonie pourrait causer un énorme problème à la Russie. Et assurez-vous de vous abonner à notre chaîne, pour continuer à entendre parler des dernières actualités militaires, des développements et des analyses sur les nouvelles armes, les défenses et les innovations du monde entier.